Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de l'incontournable perturbation de l'année scolaire et universitaire. La longue grève des professeurs qui menace l'intégrité de l'année donne des cheveux blancs. Cette fois-ci, ce sont ces nombreux élèves et étudiants qui risquent de voir tomber à l'eau leur projet d'études à l'extérieur. Volet de bois vert contre les propos du président Abdoulaye Wade sur la gestion du dossier casamançais. En pleine campagne électorale du deuxième tour de la présidentielle, le candidat des FAL 2012 déclare qu'il a donné de l'argent au MFDC durant des années. Astou Fall, sénégalaise lambda, son activité, la commercialisation des cartes de recharge, un monopole des hommes qu'elle a dû casser pour avoir des revenus. Elle a accepté de raconter son histoire face à la caméra de TFM. Et puis le focus sur la responsabilité des lutteurs dans la violence politique. N'y a-t-il pas une confusion entretenue par l'argent entre arène de lutte et arène politique? La question sur l'existence de lutteurs nervis divise le monde de la lutte. Nous interrogerons ce soir le chargé de communication du CNG Tiernoka. Parlant de violence, le cortège du candidat Macky Sall attaqué sur la route de Saint-Louis. Bienvenue dans l'incontournable. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Bonsoir Mamadou. Justement, une nouvelle violence dans la campagne électorale. Le convoi de Macky Sall essuie une attaque à Saint-Louis. Et derrière cette attaque, le nom d'un responsable libéral de Saint-Louis, un député à l'Assemblée nationale. Le début de l'assaut a été plutôt soft. Une provocation a été plutôt soft, donc avec des jets de t-shirts à l'effigie de maître Abdoulaye Wade. Puis tout a dérapé avec des pierres et la riposte aussitôt a suscité une confrontation entre assaillants et agents de sécurité de Macky Sall. Les faits se sont déroulés au quartier populaire et pêcheur de Guet Ndar à Saint-Louis. Dissa Préra, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Alors l'attaque a lieu à Guet Ndar et un député libéral responsable politique est indexé. Voilà Khalifa Diakhaté, comme vous l'avez dit, on pourrait dire qu'aujourd'hui la journée peut être qualifiée de journée de confrontation entre libéral et affairistes. D'abord c'est à Saint-Louis, à Guet Ndar, juste vers 14h30. La caravane du candidat Macky Sall, attaquée par des militants de Ahmed Fall Braya à Guet Ndar. Mais les militants affairistes, comme des déchaînés en furie, ont opposé une riposte assez forte qui a fait prendre la poudre d'escampette aux libéraux. Le domicile d'Ahmed Fall Braya est supposé être l'instigateur de ces confrontations. De ces actes indignes d'une démocratie a fait les frais de riposte. Les militants ont complètement saccagé le domicile de Ahmed Fall Braya. Après Saint-Louis, nous sommes allés à Kébémer et là-bas aussi on est tombé sur ce qu'on pourrait appeler un get-happens, car il y a eu des attaques des libéraux contre le cortège de Macky Sall, attaque également qui a été violemment repoussée par les éléments de la sécurité. C'était la débandade chez les militants libéraux dans les artères de la ville. Il a lancé quelques bombes lacrymogènes pour que les gens se dispersent. Un véhicule de circulation du PDS a été caillassé et littéralement poussé hors de la route Khalifa Diakhaté. On a aussi aperçu un homme armé, supposé aussi appartenir à l'autre camp, mais heureusement il y a eu plus de peur que de mal. Il n'a pas eu le temps d'utiliser l'arme qui était en sa possession. Khalifa Diakhaté. De façon générale, il y a eu deux confrontations aujourd'hui entre les gens du PDS et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc Khalifa, c'était les informations phares du jour venant du cortège de Macky Sall de cette campagne électorale. Khalifa Diakhaté. Merci Dissa Préra. Et puis le candidat de Benno Bokk Yakaar, donc Macky Sall, était en meeting mardi au stade de Maître Babacar Seye. Macky Sall annonce des réponses aux nombreux problèmes de la pêche locale et du tourisme à Saint-Louis. Son adversaire électoral était annoncé à Thiès ce jour, ce avant Kaolack ce jeudi. Un agenda gommé sans plus d'explications. Ibrahim Kane, bonsoir. Ibrahim Kane, nous aurons peut-être, avant la fin de ce point d'actualité, Ibrahim Kane,
pour nous dire s'il a plus de nouvelles au sujet de cet agenda qui n'a pas été respecté. Et puis nous poursuivons ce point sur l'actualité. Mamoudou Ibra Kane. Procédure dite des biens mal acquis, retour sur la plainte du président Wade contre un avocat français. Les propos incriminés sont dans les colonnes du journal français Le Parisien. Le quotidien est également l'objet d'une plainte de maître Abdoulaye Wade. William Bourdon indexe le président sortant et son fils Karim Wade au sujet des biens mal acquis par des dirigeants africains. L'avocat est membre de l'ONG Transparency International. Fatou Kinedem. William Bourdon est né en 1956. C'est un avocat français du barreau de Paris, spécialiste en droit pénal, notamment en pénal des affaires, droit de la communication et en matière de droits de l'homme. Il prend particulièrement la défense des victimes de la mondialisation et des crimes contre l'humanité. William Bourdon a été secrétaire général adjoint en 1994-1995, puis secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme de 1995 à 2000. Il est par ailleurs l'initiateur en 2000, au nom de la Fédération, de la plainte et de l'inculpation au Sénégal pour torture et crimes contre l'humanité visant Hissène Habré. Aujourd'hui, l'avocat prend pour cible le président sortant sénégalais Maître Abdoulaye Wade. À travers une interview accordée au quotidien français Le Parisien, William Bourdon a indiqué que la procédure française dite des biens mal acquis pourrait être élargie au président sénégalais. Une procédure qui a visé avant le président équato-guinéen et son fils. L'appartement de Théodore Obiang-Nguema a été perquisitionné le 14 février dernier. Celui-ci se trouverait à l'avenue Foch dans le 16e arrondissement à Paris. Le président de l'association Sherpa et avocat de l'ONG Transparency International, William Bourdon, fouille le patrimoine immobilier d'Abdoulaye Wade et de son fils. Ces derniers ont d'ailleurs porté plainte contre l'avocat et le quotidien français pour diffamation. Des présidents africains sont visés dans cette affaire. Il s'agit du Congolais Denis Sassou Nguesso, du Gabonais Feu Omar Bongo, du Burkinabé Blaise Compaoré, de l'Angolais José Eduardo dos Santos, entre autres. Alors nous poursuivons Mamadou, je le disais tantôt, le candidat des FAL 2012, maître Abdoulaye Wade, était attendu ce jour à Thiès et à Kaolack ce jeudi. Wade n'est pas au rendez-vous et on n'a pas plus d'explications. Ibrahim Kane, est-ce que vous avez plus de nouvelles à ce sujet? Oui, Khalifa, mais tout juste une précision. On nous avait dit qu'on devait se rendre à Thiès, mais cette information n'avait pas été confirmée. Ce matin, on a attendu confirmation, mais ce déplacement n'est toujours pas confirmé. Par contre, jeudi, oui, le président de la République se rendra demain à Kaolack. Cette information a été confirmée tout à l'heure. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a essayé d'entrer en contact avec le staff de communication qui nous avait dit qu'ils allaient nous confirmer l'heure si on va partir à Thiès, mais en vain, on n'a pas eu d'informations. Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas confirmation, donc ils allaient nous rappeler s'ils ont des informations, mais en vain, ils ne nous ont pas rappelé. Mais là, on vient d'avoir la confirmation que le candidat des FAL 2012 se rendra à Kaolack demain, Inch'Allah. Voilà. Merci Ibrahim Kane. Mamadou, c'était tout pour ce point actualité. Merci Khalifa et rendez-vous demain avec toi pour l'incontournable. Grève dans l'enseignement supérieur et moins secondaire, des contre-coups fâcheux pour certains élèves et étudiants ayant un projet d'études à l'étranger. S'il y en a qui ont hâte que les professeurs reprennent la craie, c'est bien eux. Ils se sont confiés à nos reporters Daniel Diouf et Diafaraba. Les spécialistes s'accordent sur la question. La grève dans le secondaire et le supérieur, si elle se poursuit pendant de longues semaines encore, va compromettre les projets d'études de certains candidats. Les élèves peut-être qui ont des problèmes, ce sera ceux qui sont en train de faire la terminale, ou disons tout simplement les candidats à un diplôme, n'est-ce pas, qui doivent faire le bac ou qui doivent terminer la licence
n'est-ce pas? Alors, et qui veulent faire une année supérieure, n'est-ce pas? Forcément, il y aura des problèmes à ce niveau-là. Jusqu'à cette année, les résultats du bac étaient aux alentours entre la première et la deuxième semaine de juillet, ce qui permettait aisément aux élèves de se rendre en France s'ils avaient une préinscription, donc de solliciter leur visa pendant le mois de juillet et août. Donc là, effectivement, ça pourrait en avoir un impact si toutefois le bac était repoussé au mois de septembre. Les candidats ne sont pas logés à la même enseigne. Les mouvements du QSEMS et du SAES n'impactent pas sur tous les projets. La grève du SAES ne pourra pas handicaper ma prescription parce que moi, je suis étudiant en licence et c'est la licence que j'ai demandée en France. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, ça ne pourrait avoir un impact que pour les étudiants qui sollicitent une préinscription à une année N+1. Exemple, un étudiant qui est actuellement en licence, 3e année de licence, et qui sollicite un master. Selon la destination choisie par le candidat, les perturbations syndicales dans l'enseignement peuvent ou ne pas jouer sur son projet d'études. Il a un diplôme, n'est-ce pas, qui doit faire le bac, ou qui doit terminer la licence, n'est-ce pas? Alors, et qui veulent faire une année supérieure, n'est-ce pas? Forcément, il y aura des problèmes à ce niveau-là. Mais pour peut-être les étudiants qui ont déjà terminé qui ont déjà obtenu leur bac ou leur diplôme, n'est-ce pas, ça peut ne pas avoir des problèmes pour la France. Bon, naturellement, pour les autres destinations, si on rate la session de septembre, n'est-ce pas, on peut se rattraper vers la session de janvier, n'est-ce pas, ou les sessions de mars. Les élèves en terminale et les étudiants candidats à un master ont plus de soucis à se faire. Si leurs examens intervenaient au cours de l'été, ils pourraient rater leur rentrée, particulièrement ceux qui se destinent à des études supérieures en France. L'école sénégalaise en crise, c'est bien le cas de le dire. On parle également dans l'incontournable de la crise casamançaise. Les confessions du président Abdoulaye Wade font débat. Le candidat à sa propre succession avoue avoir donné de l'argent pendant des années à des responsables du MFDC. Des propos tenus lundi lors du passage du candidat à Ziguinchor dans le cadre de la campagne électorale du second tour. Cette déclaration est vivement critiquée par certains observateurs du conflit qui parlent de mépris à l'égard de l'armée nationale. Un document de Hadi Attala Alioune Diagne. Cette question entre nous, Sénégal, pendant longtemps. Le soutien de Maître Wade aux rebelles du MFDC est un secret de polichinelle. Des observateurs déclarent que les relations entre le président de la République et les éléments du MFDC datent de plusieurs décennies. Déjà opposant de son État, il avait des relations très nébuleuses avec le MFDC. Et ça, vous pouvez vous en rendre compte il y a quelques années de cela, quand il est arrivé au pouvoir, à la surprise générale des Sénégalais, au moment même où lui disait pouvoir régler la crise en 100 jours, on a eu une déclaration de Kourouma Sané, un des radicaux de l'aile extérieure du MFDC, qui demandait à ce que Abdoulaye Wade lui rembourse de l'argent qu'il lui devait. Parce que le MFDC avait déjà assuré sa sécurité et la sécurité de son équipe de campagne en Casamance. Abdoulaye Wade, c'est carrément des mallettes d'argent qui allaient dans le maquis. Et la conséquence, c'est quoi? On a eu une utilisation de l'argent du côté des combattants, comme de la frange politique du MFDC, et ça a quelque part créé une certaine friction, ou une fraction même dans la composition du MFDC. La prise en charge de Salif Sadio et autres bandes armées qui exigent l'indépendance de la Casamance est, selon le rédacteur en chef de Séninfo, un sentiment de mépris de Maître Abdoulaye Wade à l'égard de l'armée sénégalaise. C'est un mépris pour l'armée, pour les gens qui ont décidé de donner leur vie et d'aller sous le drapeau. Parce que il y a une symbolique dans la déclaration d'Abdoulaye Wade. Quand il l'a faite, il était à Sédhiou. Quelques heures auparavant, il y avait 3 militaires qui étaient tués dans la localité lors d'accrochage avec des éléments supposés appartenir au MFDC. Bizarrement, Abdoulaye Wade, il n'a pas rencontré ces militaires-là, il ne leur a pas présenté des condoléances et il dit avoir donné de l'argent à cela. Donc, voyons tout petit peu, c'est une contradiction par rapport à quelqu'un censé incarner la République. Vivement pour certains que la Casamance retrouve la paix. Cependant, ces déclarations ne risquent-elles pas d'entraver le processus de paix dans la région du Sud ?
Il n'y a pas de saut métier et peut-être pas non plus un qui appartienne exclusivement à un sexe. Quand nécessité fait donc métier, les femmes conquièrent le bastion masculin de la vente de cartes de recharge téléphonique. Avec cette activité, une jeune dame rencontrée parvient tant bien que mal à subvenir à ses besoins et à ceux de ses parents. Vous l'aurez compris, Astou Fall est aujourd'hui l'hôte de notre rubrique Sénégalais Lambda dans le cadre du second tour de cette présidentielle. C'est un sujet de Fatou Bintou Konté. La vente de cartes de crédit, ce métier jadis monopolisé par les hommes est désormais investi par la gente féminine. Astou Fall exerce ce métier depuis 2 ans, un choix pour un peu faire face à la crise. La vie est dure. C'est pourquoi il n'y a pas de saut métier. L'essentiel est qu'on arrive à s'en sortir. Habitant à la Médina, la dame âgée de 26 ans trouve que les conditions de vie sont difficiles et qu'elle est obligée de subvenir aux besoins de ses parents. Je vis avec mes parents et je vois la situation dans laquelle ils vivent. C'est pourquoi j'ai préféré faire cette activité pour subvenir à mes besoins et ceux de mes parents. Au prochain candidat à l'élection présidentielle, Astou ne demande qu'une chose. Au futur président, je lui demande de donner du travail à tout un chacun, qu'il diminue aussi les prix des denrées de première nécessité. C'est dur quand même. Avec les difficultés de la vie, elles sont légion les femmes qui se lancent actuellement dans des métiers d'hommes. Au Sénégal, plus que par le passé, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de saut métier donc, n'est-ce pas? Ablaïder, bonsoir. Bonsoir, Mamoudou. On commence par du football dans ce journal des sports. Sénégal-Mexique samedi à San Francisco aux États-Unis. Les Olympiques ont quitté Dakar mardi. Effectivement, après une séance d'entraînement, Mamoudou, Sénégal-Mexique, c'est dans le cadre des préparatifs de la rencontre décisive du 23 avril prochain pour la qualification aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Saliou Ciss et l'entraîneur Karim Séga Diouf. Saliou Ciss est un défenseur de cette équipe et l'entraîneur Karim Séga Diouf, juste après la séance d'entraînement d'hier et donc avant le voyage pour la Californie, au micro de Cheikh Sadibou Diarra. C'est une très bonne préparation. On est en train de faire le maximum pour y arriver le 17. Et que je crois qu'il y a la solidarité avec l'équipe, il y a de l'ambiance, il y a tout ce qu'il faut, juste continuer le travail et que ça va payer quoi, le 17, Inch'Allah. On va jouer contre eux et selon aussi nos qualités, selon alors, notre état d'esprit, selon aussi alors, la dynamique de reconstruction, surtout la dynamique alors, de gagne pour remobiliser alors, et donner encore confiance surtout aux acteurs alors, qui, à tous les niveaux, surtout ceux qui reviennent de la CAN sur laquelle nous ne voulons plus revenir. Les Olympiques du Sénégal vont connaître leurs adversaires le 29 mars prochain à l'issue d'un tournoi de qualification de la zone Asie. Le match donc contre ce pays asiatique, c'est à Coventry en Angleterre le 23 avril prochain. C'est donc l'un des objectifs majeurs de la Fédération sénégalaise de football, la qualification aux Jeux Olympiques Londres 2012. Et pour cela, aucun effort n'est à négliger. Le président de la Fédération de football, Maître Augustin Senghor, annonce même l'envoi de 2 missions en Asie et en Europe. À partir de la semaine prochaine, nous allons dépêcher 2 entraîneurs, 2 membres de la DTN, et certainement le DTN y compris, pour aller au Vietnam, pour suivre le tournoi qui va permettre de désigner notre adversaire, parce que nous ne voulons négliger aucun détail. De la même manière, il est prévu qu'une délégation se déplace d'ici début avril en France, en Espagne et dans d'autres pays en Europe où nos joueurs susceptibles de venir jouer ce match du 23 sont pour pouvoir essayer de les récupérer en essayant de convaincre leurs dirigeants de club pour qu'ils puissent nous les laisser pour ce match important du 23, mais qui est calé à une date qui est très mauvaise, vous le savez, c'est un lundi le 23 avril. Des Olympiques sénégalais qui devront donc apprendre à parler anglais. Ça passe samedi par San Francisco aux États-Unis.
Ligue des champions en Europe, c'est toujours du football. Les derniers huitièmes de finale, Marseille s'est qualifié hier face à l'Inter. Vous l'avez dit, Mamoudou, en ce moment même, les derniers huitièmes de finale avec Chelsea-Naples. Et ce sont les Anglais qui mènent par 1-0 après 30 minutes de jeu. Un but de Didier Drogba. À l'aller, il y avait 3-1 pour les Italiens et Chelsea qui doit marquer donc un deuxième but sans en prendre pour assurer sa qualification. Le Real de Madrid aussi en orbite pour la qualification. Les Merengues mènent par 1-0 devant le CSKA Moscou à l'aller. À Moscou, il y avait un partout entre ces deux équipes. Alors, sur ces images, Marseille qui se qualifie malgré ce but encaissé par Mandanda. Alors, malgré une défaite 2-1 face à l'Inter à San Siro. Regardez Mamoudou sur cette image. Le gardien fait une passe décisive pour Brandao et voilà, le tir, ça fait but. C'était à la 92e minute, Marseille qui n'a rien lâché et qui donc se qualifie malgré cette défaite 2-1 à l'aller, rappelons-le. Il y avait 1-0 au Vélodrome pour les Marseillais. Le tirage au sort des quarts de finale vendredi avec entre autres du lourd Mamoudou. Il y aura le Barça, le Milan AC, le Bayern, mais également Apoel Nicosie et certainement que l'OM croise les doigts pour croiser les Chypriotes. Je parie de la manière dont tu parles que tu es Marseillais, Abdoulaye Der. Merci, à demain. Nous passons maintenant au focus du jour, une histoire de gros bras, l'implication supposée de lutteurs dans des actes de violence en période électorale. Pour beaucoup, des lutteurs sont enrôlés dans l'arène politique pour commettre des actes répréhensibles. L'association des lutteurs en activité tente de prendre leur défense, mais une défense un peu trop basse. Ce sont des lutteurs eux-mêmes qui ont accepté d'aller à confesse en reconnaissant qu'ils sont bien utilisés comme nervis à leurs heures perdues. Le focus de ce soir porte la signature de Fatidien, les images de Medoune Diouf. Depuis le démarrage de la campagne électorale, le phénomène des gros bras, communément appelé nervis, a pris de l'ampleur. Ces jeunes, préposés comme gardes du corps, sont parfois au cœur des violences électorales. Il y a des lutteurs qui sont dans les cortèges, ils sont payés pour servir de garde du corps ou nervis. C'est vraiment risqué à mon avis. Par exemple, celui qui est payé pour assurer la sécurité d'une personne, si ce cortège est attaqué, cette personne sera obligée de se battre. Il peut même être grièvement blessé. Ces nervis sont très souvent assimilés à des lutteurs. Pour l'association qui regroupe ces derniers, c'est une accusation non fondée. C'est ce que nous rejetons avec force. Parce que personne ne peut prouver que les gens que les Sénégalais appellent nervis sont des lutteurs. C'est des accusations mal fondées. Parce que vous savez, les lutteurs sont des personnes morales, sont des stars, sont des gens bien adulés. Donc, la popularité des lutteurs, c'est le fait que tout le monde, si les gars voient des gros bras, ils disent que ce sont des lutteurs. À la salle de musculation de la Médina et celle de la Sodida, les avis sont partagés. Pour ces sportifs trouvés sur place en ce début de matinée, certains lutteurs sont au service d'hommes politiques et ils sont bel et bien des nervis. Il y a des lutteurs qui accompagnent les hommes politiques lors des campagnes électorales. Honnêtement, je ne suis pas d'accord avec ces lutteurs. Pourquoi? Parce que tout simplement la place d'un lutteur est dans l'arène et il y a des personnes qui sont derrière nous. Nous ne devons en aucun cas les décevoir. En plus, le lutteur peut être victime de violence comme il peut aussi commettre un meurtre. Bien sûr qu'il y a des lutteurs qui sont payés pour être des nervis. Lutteurs ou pas, ces nervis ne passent pas inaperçus. Certains sont même cités dans des scandales. En décembre 2011, Ndiaga Diouf, un ancien lutteur, a été tué lors d'affrontements entre une bande de nervis et Barthélémy Diaz. Nous recevons Thiernoka, le chargé de la communication du CNG de lutte. Bonsoir Thiernoka. Bonsoir Mamoudou. Des lutteurs payés pour être des nervis à leurs heures perdues, suffisant pour faire des dégâts, n'est-ce pas? Ben oui, surtout qu'ils n'ont pas la formation. Parce que vous savez, des fois on les appelle nervis, des fois on les appelle garde de corps. Mais à ma connaissance, pour être garde de corps, il y a quand même une formation.
qu'ils n'ont pas. Et donc il est clair qu'il y a des dégâts s'ils se mettent dans la peau d'un garde-corps qu'ils ne connaissent pas comme spécialité, disons. Et puis c'est dans les deux sens, non seulement ils peuvent par leur acte blesser ou voire commettre l'irréparable, mais il arrive qu'eux-mêmes qu'ils y trouvent la mort. Ça arrive souvent. Vous savez, Ndiaga Diouf, par exemple. Vous savez, bon, j'entends dire que Ndiaga Diouf était lutteur, que Dieu ait pitié de son âme, mais je n'en suis pas sûr. Parce que pour être lutteur au CNG, en tout cas aux yeux du CNG, il faut être détenteur d'une licence. Et je ne suis pas sûr qu'il en avait une. C'est ça qui fait que le CNG presque n'a jamais reconnu qu'il y a des lutteurs qui sont des nervis. Aujourd'hui, vous le reconnaissez? Non, en fait, nous l'avons toujours su. Et ce n'est pas une nouveauté, cette affaire. Il y a d'anciens champions qui étaient souvent accompagnés d'hommes politiques, mais sans violence. Maintenant, vous savez, on m'a posé la question de savoir qu'est-ce que le CNG prévoit. Non, le CNG ne prévoit rien du tout. Le CNG prévoit des textes et une réglementation pour gérer la compétition et les lutteurs dans l'enceinte et dans la compétition. C'est des décisions personnelles. Peut-être que nous pourrions insister davantage auprès des structures d'accueil de ces mêmes lutteurs pour qu'elles essaient de les sensibiliser à un comportement à éviter ou à avoir, c'est selon, pour que ces derniers ne rentrent pas dans des situations un petit peu compliquées. Est-ce que dans vos textes, il est spécifié clairement que quand on est lutteur, on ne peut pas être même garde-corps, je ne parle même pas de nervis? Mais Mamoudou, est-ce que vous pourriez me citer une fédération, quelle que soit la discipline, dans laquelle on trouverait ce genre de choses-là dans ces textes? Ça n'existe pas. Parce que la fédération gère l'individu dans le cadre de la compétition et dans la pratique de cette discipline-là. Mais comment vous parvenez, ou vous ne parvenez pas, c'est la question en fait, pour canaliser les lutteurs dans l'arène, dans l'enceinte de l'arène? Vous savez, quand même c'est votre responsabilité, vous êtes interpellé, non? C'est nous qui faisons la police dans l'arène. Oui. Nous avons des superviseurs, nous avons des surveillants, etc., plus l'apport des forces de sécurité qui règlent nos problèmes. Mais c'est encore une fois, il s'agit de l'arène. À l'extérieur, le CNG ne discute pas du tout de la vie des lutteurs. Et vous dégagez votre responsabilité? On ne dégage pas, il ne s'agit pas de dégager. Nous avons sensibilisé, nous avons parlé à qui de droit pour leur demander de faire en sorte qu'il y ait un minimum de discipline, un minimum de comportement à avoir pour les lutteurs. Et je voudrais également signaler que tous les lutteurs ne sont pas impliqués dans ces histoires-là. Bien sûr, tout à fait. Il y en a qui refusent catégoriquement de s'impliquer parce que au-delà de la campagne présente, la campagne électorale qui fait que certains politiciens ont besoin de gros bras. Bon, on en sort à partir du 26. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ceux-là? Ok, donc ils sont lutteurs. J'ai entendu dire ouais bon ils restent longtemps sans lutter, mais ce n'est pas une raison. C'est une décision personnelle que les lutteurs peuvent prendre ou peuvent être amenés à prendre pour des raisons qui leur sont propres. Par rapport aux politiciens eux-mêmes, par rapport à eux-mêmes, par rapport à un entourage, je n'en sais rien du tout. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le CNG est prêt. Et chaque fois que cela s'est fait, c'est la sanction. C'est-à-dire que quelqu'un qui est impliqué dans ces choses-là, on retire la licence. C'était ça ma question. Ah oui, on retire la licence. Il est prévu des sanctions. Ah oui, tout à fait. Mais encore faut-il que ce lutteur-là soit impliqué dans des choses répréhensibles. Et qu'il ait une licence délivrée par... S'il est lutteur. S'il est lutteur. Et c'est toute la différence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent lutteurs, qui ne le sont pas, parce que pour être lutteur et considéré comme tel, il faut être détenteur d'une licence. Ce que beaucoup d'entre eux n'ont pas. Et j'entends souvent des gens dire qu'il y a 10 000 lutteurs. Non. Officiellement, ils sont à peu près 3 000. Et là-dedans, il y a beaucoup plus de pratiquants de lutte simple que de lutte avec frappe. Alors, la dernière chose, c'est que, est-ce que vous avez envie de dire à ces lutteurs, conseil, restez dans l'arène, ne franchissez pas le pas de l'arène politique? Je devrais dire plutôt répéter. Parce que depuis 2007, quand on a déjà découvert ce genre de comportement-là, nous avons
communiqué sur la question. Nous avons discuté avec des responsables d'écurie pour leur demander de mettre en place dans leur structure un modus operandi pour que les gens sachent également jusqu'où il ne faut pas aller. Est-ce qu'ils l'ont fait, est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Bon, je note malheureusement que des fois, nous avons quelques problèmes avec des lutteurs dans l'enceinte pour des problèmes de violence gratuite, des discours très peu amènes. Et malheureusement, il y a également une partie de la population de lutte ou de la lutte, je n'ose pas les appeler amateurs, qui viennent également importer ces actes de vandalisme-là, pour des raisons qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, bon, je pense que, bon, c'est peut-être un fait de mode, je ne sais pas, mais ce que je souhaite, c'est que les responsables de ces écuries-là vraiment tiennent un langage de vérité, quitte à mettre à la porte tous ceux qui sont dans des activités qui sont illicites. Merci Thierno Ka, vous êtes le chargé de la communication du CNG de lutte au Sénégal. C'est la fin de l'incontournable pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Khalifa Diakhaté, Inch'Allah. Bonsoir.